Bien, bonjour, me revoilà avec un nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Allégorie, etc. édition.com au mois de décembre. Je viens donc de le recevoir. C'est un tout nouveau livre qui va apporter des éléments nouveaux à l'affaire Louis XVII. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé d'une possibilité d'édition d'un livre que j'avais écrit en 2020. Et voyez-vous, le miracle s'est produit. J'ai trouvé une maison d'édition qui est excellente en France et qui a pris mon manuscrit. Ce livre fait 280 pages environ et il est abondamment illustré. J'ai mis des choses vraiment intéressantes pour ceux qui se passionnent pour le mystère de l'affaire du Temple. Je reprends depuis le début. 40 ans de recherche sur l'affaire du Temple et ses mystères. Et donc, on va traverser les 68 ans qu'a vécu Louis XVII à travers une vie de misère, puisqu'il a passé 23 ans en prison sous différentes identités. Et donc, je commence le récit de sa vie. Il est né à Versailles le 27 mars 1785 à 18h55, pour ceux que ça peut intéresser dans la précision. Et il va passer des années assez faciles. À 2 ans, on va l'inoculer aux 2 bras pour la variole à Saint-Cloud, au château de Saint-Cloud. Il a quelques convulsions en hiver 1787 et puis au début de l'année 88. Il est assez sensible. On va donc en 88 redonner une inoculation variale aux 2 bras le 15 mai à 21h30 dans son sommeil. Puis il va avoir une gouvernante, la duchesse de Polignac, qui le quittera le 14 juillet 1789 et Madame de Tourzel la remplace jusqu'au 10 août 1792. Une parenthèse, la reine rencontre Mirabeau secrètement au château de Saint-Cloud le 4 juillet 1790 à 8h du matin un dimanche, car Mirabeau lui propose d'exfiltrer toute la famille pour 5 millions de francs or. Alors Louis XVI n'a pas cet argent et refusera donc de verser une sorte de rançon au circuit de Mirabeau, qui sera d'ailleurs, bien entendu, empoisonné, parce qu'il sait trop de choses, qu'il est crypto-royaliste, et donc on va l'éliminer. Il meurt le 2 avril 1791, bien entendu empoisonné.
En 1791, Mesdames Adélaïde et Victoire, les filles de Louis XV, émigrent en Italie. Et nous verrons qu'elle accueillera l'enfant Louis XVII, bien sûr, exfiltré du temple, en Italie et qu'elle le cacheront. Il rencontrera aussi le pape à cette époque-là. Alors, ensuite, en 92, bien entendu, le 10 août 92, c'est la chute de la monarchie. Et le 13 août, Louis XVI et toute sa famille, avec ses enfants, entrent au Temple de Paris à 17h30. Et là, c'est le début d'une souffrance épouvantable. Ils sont prisonniers. Et donc, on va séparer le 3 juillet 1793 le dauphin de sa maman. Faut pas oublier que Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier à 10h22 du matin sur la place de la Concorde. Et on va séparer cet enfant de sa mère pour pouvoir préparer son exfiltration. Et il est remis au cordonnier Simon et à Madame Simon pour l'éduquer dans des valeurs républicaines. Il va souffrir le martyre, il sera frappé, il prendra d'ailleurs un coup de serviette sur le sourcil droit, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va le reconnaître lors de l'autopsie à sa mort. Il aura la trace du coup de serviette de Simon sur l'arcade sourcilière. Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette est guillotinée à 12h15. En octobre, on va l'interroger et on va lui faire dire des horreurs sur sa mère et sur sa tante, Madame Élisabeth, parce qu'en fait, cet enfant pratiquait, bien entendu, la masturbation sur lui. Simon en parle au conseil et dit qu'il pratiquait, il n'appelle pas ça la masturbation, mais qu'il pratiquait des plaisirs solitaires. Donc, voilà, on reviendra sur tout ça, sur le plaisir solitaire un peu plus tard, avec Madame de Rambaud, qui sera sa berceuse. À partir du début du mois 1794, le 19 janvier 1794, l'évasion a lieu. L'exfiltration est pratiquée par Madame Simon, qui déménage, on profite du déménagement des époux Simon du Temple pour exfiltrer Louis XVII dans une petite charrette sous un tas de linge. Et elle est assez courageuse et on l'arrête, mais elle arrive à passer quand même en disant « Écoute, m'emmerde pas avec mon linge là, il n'y a rien, salut, je pars, je m'en vais avec mes affaires. » Et on la laisse passer. L'enfant restera quelques jours aux abords du temple, rue Filippo, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que le baron Haussmann a défoncé Paris, a tout chamboulé avec les nouveaux boulevards, les grands boulevards, les grandes avenues, tout ça. Donc, la rue Filippo était une toute petite rue, à peu près à la hauteur de la grande porte du temple, du palais du temple,
Et aujourd'hui, bien sûr, cette petite rue a disparu. Alors, le 13 mars de la même année, Robespierre fait arrêter Hébert et Chaumette, car ce sont eux qui, pour s'en mettre plein les poches, ont négocié cette exfiltration à l'insu de Robespierre. Car on retrouve à la mort de Robespierre des papiers qui sont examinés par Courtois, un député, qui trouve des messages curieux, préparer quelque chose pour endormir l'enfant, etc., etc. Donc lui, Robespierre, il préparait une exfiltration pour aller négocier avec les puissances européennes, comme l'Autriche, cet enfant, qui est en fait le roi de droit, et il aurait éventuellement aimé épouser Madame Royale. Enfin, tout ça était dans les tuyaux à l'époque. Il n'en aura pas le temps. Alors on exécute le 10 mai 1794 Madame Élisabeth, parce qu'elle en sait trop. Elle a entendu trop de choses. Donc, elle est guillotinée. C'est la sœur de Louis XVI. On exécute Danton le 5 avril, parce que Danton, lui aussi, c'est un corrompu, hein, c'est un ripou qui vit sur un train princier, qui vit dans des palais, et donc qui a besoin d'argent, et donc qui achète sa voix, enfin qui vend sa voix pour sauver des royalistes. Alors, on va envoyer le petit dauphin, hein, il a 10 ans, on va l'envoyer en Vendée. Ensuite, il partira chez mesdames à Rome, les filles de Louis XV. On le cache, on le proclame Louis XVII sur les murs des Sables d'Olonne. C'est Charette, bien entendu, qui a connaissance de cette exfiltration et qui a reçu le dauphin, enfin le roi, le petit roi, en Vendée, dans l'armée vendéenne. Alors, on va échanger aussi, on échangera Marie-Thérèse contre des députés prisonniers, et là, il y a un mystère. C'est ce que j'appelle le double secret du temple. Le premier secret du temple, c'est l'intitulé de mon livre. Le double secret du temple, c'est d'abord le premier secret du temple qui est l'exfiltration de Louis XVII. Mais le second secret du temple, c'est l'échange de Marie-Thérèse contre une personne au moment de l'échange à Bâle. Elle rentre dans une auberge et on fait ressortir une autre personne. Et Madame de Soucy, qui l'accompagne, fera chanter pendant 18 ans, avec le docteur Lavigne, la duchesse d'Angoulême. Alors on peut se poser des questions. Pourquoi ? Eh bien, le docteur Lavigne et Madame de Soucy connaissent les secrets de la duchesse d'Angoulême, mais qui n'est pas la sœur, qui n'est pas Marie-Thérèse de France.
Parce que Marie-Thérèse de France a été engrossée dans la prison du Temple. On ne sait pas si c'est Gomin ou quelqu'un d'autre, mais elle en parle autour d'elle. On a des lettres, on a des documents, et on a des lettres de la sœur de Marie-Antoinette, Caroline de Naples, qui écrit à Madame d'Osmond: je suis terrifié, on a échangé Marie-Thérèse contre quelqu'un d'autre, ce n'est pas la sœur de Louis XVII, et Marie-Thérèse est dans une position pas très avantageuse, et je la prendrai bien chez moi. Donc, Marie-Thérèse va partir de Bâle pour aller accoucher quelque part dans un monastère auprès de religieuses, et elle abandonnera l'enfant. J'explique tout dans mon livre là. C'est évident que en quelques minutes, c'est pas facile de développer tout ce qui m'a pris 40 ans. Mais dans mon livre, c'est très très complet, vous avez tout là. Bon. Alors, bien entendu, Joséphine de Beauharnais a connaissance de cet enlèvement, de cette exfiltration du Temple, et elle en parlera à Napoléon. Mais elle dérange par son secret, et c'est Charles de Talleyrand qui la fera empoisonner avec un bouquet de fleurs, et très très rapidement après avoir parlé à Napoléon, elle meurt dans son château de Malmaison. Alors lui, le pauvre petit, à 12 ans, il est arrêté déguisé en fille. J'ai étudié la vie sentimentale, affective de Louis XVII. Il a des tendances mélangées. Comme on disait au XVIIIe siècle, il est aux deux goûts. Il est aux deux goûts beaucoup parce que il a beaucoup été sur les bateaux. Il a traversé l'océan, il a été au Brésil, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, généralement, les marins, pendant la traversée de plusieurs mois, pratiquent certaines choses que vous comprendrez. Et donc, déguisé en fille, il est arrêté. Il aime beaucoup se déguiser. Et rappelons-nous que lors de la fuite de Varennes, on le déguise en petite fille. Bon. Alors, il va aller donc en prison à Bayeux. Mais il a 12 ans et c'est le père Hervagot, dont on lui a donné le nom, qui vient le libérer. Et, bien entendu, dès qu'il est chez M. Hervagot, il se met à fuir. Il a comme un syndrome de fuite en permanence. Il a peur toujours de se faire attraper, donc il fuit. Voyez-vous, c'est terrible. Et donc, il rencontre la duchesse d'Orléans, qui est la mère de Louis-Philippe, à Figueras en Espagne, fin 1797. Il va au Portugal, à Lisbonne, et il est reconnu par Jean VI, le roi du Portugal, qui va aussi le protéger au Brésil, à Rio de Janeiro, dans le château San Cristóvão, qui a brûlé en 2008 à 90%. Mais il en parle dans son journal intime. Et je vous ai mis le journal intime de Louis XVII dans mon livre. Ce journal intime, je l'ai retrouvé au château de Vornard, où il est mort, le 10 août 1853. Alors, il est
prisonnier à Chalon-sur-Marne à un moment, et il est reconnu par une sœur, parce que les religieuses venaient dans les prisons pour aider les prisonniers à manger, à faire le ménage, à donner la nourriture spirituelle, et cette sœur communique avec Louise de Condé, la sœur du prince de Condé, et envoie une lettre au père de l'étrange, à la duchesse d'Angoulême, en lui disant « On a retrouvé votre frère à la prison de Chalon-sur-Marne. » Alors, bien entendu, on le laisse mourir, enfin, on le laisse crever, là. Personne va aller le chercher. Et là, il est condamné à 1 mois de prison, mais il avait quand même fait 11 mois de préventive. Il a 14 ans. Alors, on va le condamner, alors on le libère pour 1 mois, et hop, on le rattrape, et là, on lui donne 2 ans. Louise de Condé et le père de l'étrange sont à Saint-Pétersbourg à cette époque. Voilà. Alors, il a 15 ans, il est toujours en prison. 16 ans, il est toujours en prison. On donne un signalement et il va être libéré pour 1 mois. Il est de nouveau arrêté à Vitry-le-François et là, on le condamne à 4 ans de prison. Il a 17 ans. Il engage un pourvoi. Alors, il comparait en appel, rejeté. Il va en cassation et il est jugé à Reims et le pourvoi en cassation est rejeté le 8 juillet 1802. Il a 17 ans. Et donc, il reste en prison jusqu'en 1806. Et là, il est libéré, il a fait son temps. Et c'est en 1806 qu'il va rendre visite à Madame Simon, sa gardienne au Temple, qui retrouve, bien entendu, aux Incurables à Paris. Et il dit à Madame Simon, il reconnaît le couvre-lit qui était au Temple et qui recouvre le lit de Madame Simon. Et il vient accompagné d'un homme de couleur, et il va être libéré comme ça pour quelques mois, mais très vite, le 24 septembre, il est de nouveau arrêté à Auray, en Bretagne, et là, ça dure un bon moment. On l'embarque à un moment donné sur un bateau qui s'appelle la Cybèle à Lorient, et on a un témoignage du chirurgien de ce bateau à bord. Et j'ai demandé à Xavier Droche, un grand spécialiste de l'affaire Louis XVII, en 1987, quand je l'ai rencontré à Paris, longuement, une après-midi, chez un ami qui avait un superbe appartement, 500 mètres carrés sur l'avenue Foch, et si vous voulez, qui m'a confié, j'ai le journal du chirurgien Robert qui était sur la Cybèle avec Louis XVII. Alors je vais demander copie, photocopie. Il m'a dit, moi je ne fais jamais de photocopie de mes documents. C'était sympa. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, ensuite, il va à terre avec le chirurgien et il s'évade pour 2-3 mois. Et puis, il est rattrapé encore une fois à Rouen. Alors,
là, on le transfère au Bicêtre de Paris, il réussit à s'évader, c'est rocambolesque, hein, c'est fantomas. Il est en prison, il réussit toujours à s'évader, parce qu'il achète bien entendu les gardiens avec de l'or, parce que les gens lui apportent de l'or. Il y a des gens qui le reconnaissent comme roi, comme Louis XVIII, comme Louis XVII, et donc si vous voulez, on le couvre d'or, Alors, il rencontre la duchesse d'Orléans en Sicile aussi. Il est arrêté quelques jours par le général Radet à Rome, mais il le relâche. Et il s'en va à partir de 1810, Madère, Brésil, Amérique du Sud, Venezuela, Guyane. Et dans ses mémoires, il raconte qu'il a été marié, qu'il est veuf, qu'il a 2 enfants, qu'il a été marié à la fille d'un milord anglais aux USA, et il en parlera tard, il en parlera lors de son arrestation à Saint-Malo en 1815. Et il parle aussi d'un fils qu'il aurait eu aux États-Unis. Il faudrait que je parle de ça aussi. En 1994, j'ai rencontré des Américains qui sont venus me rencontrer au Québec, qui descendaient de Louis XVII et qui sont venus avec un crucifix comme celui-là, qui est un crucifix qui date de la fin du XVIIe. Au pied du Christ, c'est Ignace de Loyola, et il avait le même que le mien. Enfin, ça serait toute une histoire à raconter, ce crucifix que j'ai dans ma famille. Et il a donc été... Alors, il a abandonné ses enfants et il les a mis chez les jésuites. Il faut savoir que Louis XVII est passé par Montréal et par le Canada avant de descendre aux États-Unis. Alors ensuite, entre 1810 et 1815, il est libre. Donc il s'en va au Portugal sous la protection de Jean VI. Il va au Brésil, en Espagne. Il a une liaison amoureuse en Hongrie. Je raconte tout ça dans mon livre aussi. Parce qu'il a fait de nombreux enfants partout. Il a fait de nombreux enfants partout. Il y a au moins 5 filles qui sont connues. Voilà. Et alors, un fils là, mais qu'on ne connaît pas. Alors, il est libre. Il s'en va à Montevideo au Chili. Il passe par l'Angleterre, l'Écosse, Guernesey, Saint-Malo. Il retourne en France, en Bretagne, et il va être arrêté à Saint-Malo sur un bateau qui venait de prendre pour aller à Guernesey ou à Jersey. Et donc, il y a le 9 décembre 1815, c'est un interrogatoire qui est très serré, et on va le mettre bien entendu en prison à Rouen. Et ça, si vous voulez, il retourne en prison de nombreuses années, car on le condamne à 5 ans plus 2 ans. Et c'est là qu'il parle, dans ce procès de Rouen, en 1818, de son veuvage, d'un mariage aux États-Unis et d'un fils, là. Je suis persuadé qu'il y a la descendante de Louis XVII aux États-Unis. Ça, c'est sûr. Il peut y en avoir ailleurs aussi. Alors, il va s'évader en 1819
du Mont Saint-Michel, parce qu'on l'enfermera au Mont Saint-Michel, qui était devenu une prison du temps de Bonaparte. Bonaparte a transformé le Mont Saint-Michel, qui était une abbaye merveilleuse, en prison d'État. Et je vais vous raconter quelque chose de drôle. J'étais jeune à l'époque, c'était en 1984-85. Je me suis laissé enfermer dans les souterrains du Mont Saint-Michel lors d'une visite guidée. On a été se cacher avec une amie. J'avais une amie et on a passé toute la nuit dans les souterrains pour aller voir les prisons. Et au petit matin, on a dû faire le mur. Il a fallu sauter par-dessus une grille. C'était pas facile pour moi d'ailleurs. Et voilà un peu comment je dirigeais mes recherches de détective. Enfin voilà, maintenant je pense pas que... voilà. Et personne n'a jamais su que j'étais enfermé. Hein. Il n'y avait rien du tout à l'époque. Tu n'avais pas de caméra, t'avais rien, il n'y avait rien. Donc, mais c'était passionnant de voir les cellules des prisonniers. Il faut voir comment c'était là. Et puis c'est comme des souterrains là, c'est dingue. J'ai été d'ailleurs dans des souterrains de château fort. Je suis passionné de recherche. J'aurais pu être un archéologue. Hein. Dès mon plus jeune âge, je courais dans les souterrains avec mon frère et des copains, dans les souterrains du XIIe siècle, près de mon village en France. Hein. Et heureusement, ça s'écroulait toujours devant nous, mais jamais derrière, parce qu'on ne nous aurait jamais retrouvés. Bon, alors, bien. Alors, Madame Atkins lui rendra visite dans sa prison. Alors là, en 1820, il a 35 ans. Le 13 avril, il est arrêté à Modène. Bien entendu, c'est un empire austro-hongrois. Et donc, c'est son parent qui le fait arrêter à Milan. Parce que, non, arrêté à Modène, mais on l'envoie à la prison de Milan. Et Silvio Pellico, dont j'ai les œuvres chez moi, et ce qui est intéressant, c'est quand mon père est mort, j'étais très jeune, et j'ai pris, sans le savoir, à l'âge de 18 ans, des ouvrages qui touchent à Louis XVII. Je possède le dictionnaire qui a appartenu à Jules Suvigny. J'ai l'ouvrage de Silvio Pellico qui raconte sa rencontre dans la prison de Milan avec le duc de Normandie, enfin Louis XVII. C'est quand même assez rigolo. Alors, il y a un cahier qui a été écrit par la duchesse d'Orléans, cahier manuscrit de 16 pages, dont parle Labrélite Fontaine, qui est son bibliothécaire, qui a été ou détruit ou perdu, où elle raconte tout. On a détruit beaucoup de pièces. Il y a eu des meurtres, j'en parle dans mon livre. On a essayé de détruire toutes les preuves de la survie de Louis XVII à travers son existence. Alors Madame Atkins, en 1821, va à Gaillon le rencontrer dans sa prison, mais elle lui fera juste un petit signe comme ça, puis lui aussi. Elle ne lui parlera pas. Alors officiellement, bien sûr, mort de Mathurin Bruno en 1822. Alors évidemment, c'est pas lui,
C'est pas Louis XVII qui meurt. On le fait passer pour un autre, évidemment. Alors, on le libère. Enfin, on le libère de sa prison au bout de 5 ans, 5 mois et 11 jours. Et là, il part pour Genève. Et à partir de 1926, il passe plusieurs années en liberté. Il sera juste condamné à 3 mois de prison pour banqueroute parce qu'il a acheté une imprimerie qui ne fonctionne pas et on le met en prison. Mais il est déjà connu sous le nom de baron de Richemont. Il prend le nom de baron de Richemont qui lui est donné par un ami qui était baron de Richemont aussi, et il va donc juste faire quelques mois en prison, et à partir du mois de mai 1828, il a 43 ans et il est libéré, et à partir de là, il ne sera plus jamais... Ah si, non, il va avoir quelques années de liberté, mais il sera d'ailleurs sur les barricades de Lyon en novembre 1831, et il va être un meneur dans la révolution des ouvriers de la soie. Parce que Louis XVII est franc-maçon, il ne faut pas se tromper, il a fini 33e, 33e degré, et si vous voulez, c'est un socialiste avant l'heure. Il aime la justice et la vérité. Et donc, il va être sur les barricades, on l'appelle le colonel de Saint-Julien, et c'est là, dans cette année 31, qu'il va rencontrer Morin de Guérivière et la comtesse d'Apcher, qui est propriétaire du château de Vornard, où il va mourir en 1853. Alors, on le surveille, et le 29 août, à 11h le matin à l'Observatoire à Paris, on l'arrête, et on le met en préventive pour 11 mois au moins, en l'accusant de complot contre l'État, de possession d'armes interdites, enfin plein. Alors ce qui est très intéressant, c'est les minutes du procès. Le procès, alors, le 5 novembre 1834, on le condamne à 12 ans de prison. Mais moi, j'ai mis les minutes du procès de 34 dans mon livre, là, vous les trouverez, intégrales, parce que c'est très intéressant de voir comment il répond, comment les juges l'interrogent et lui répondent. Et donc, il va encore s'évader de la prison de Saint-Pélagie à Paris avec 2 copains. Ils ont réussi à avoir les clés pour ouvrir, et ils passent dans la cour à 20h le soir en parlant entre eux avec un cahier, un carnet, des carnets, et puis ils parlent de réparation à faire, de rénovation de la prison. Et je crois que même Louis XVII Richemont dit tout haut, eh bien vraiment, c'est facile de sortir d'ici. Il avait beaucoup d'humour. Et donc, tout ça est rencontré. Alors oui, il sort avec 2 copains qui s'appellent Rossignol et Coudert, vers 19h55. Voilà, vous voyez, moi j'aime beaucoup les précisions. Alors, il passera 2 ans dans une mansarde de la rue Jean-Jacques Rousseau, à Paris 1er. Il passera pour le mari d'une dame, là. Et là, si vous voulez, il part à l'étranger, et à partir de là, à partir de 38, là, il ne sera plus jamais emprisonné. D'ailleurs, il y a une ordonnance d'amnistie du 27 avril 1840 qui relâche tous les politiques, et donc on ne l'ennuiera plus. Mais malheureusement,
à partir de 1842, il a 57 ans, et il fait une première attaque cérébrale, et il est très souffrant. Il écrira une lettre au comte de Chambord, adressée à Prague, par l'entremise du prince de Rohan. Il faut savoir, et vous allez le voir dans mon livre, c'est qu'il y a des témoignages de première main, on en a 21. Il y a des gens comme le vicomte Xavier d'Orsay, le vicomte Sostène de la Rochefoucauld, le marquis de Nicolaï, dont la femme est dame d'honneur à Prague, auprès de la duchesse d'Angoulême. Ils connaissent tout de l'exfiltration de Louis XVII. Et le vicomte Sostène de la Rochefoucauld, d'ailleurs qui ira à Prague, il fera 2000 km en voiture, avec les chevaux, et il se fâchera avec le comte de Chambord, qui était un ami personnel. Parce que le vicomte Sostène de la Rochefoucauld va voir le comte de Chambord et lui dit « C'est lui, Louis XVII, c'est le baron de Richemont ». Mais là, c'est terrible, parce que ils sont pris de travers. La voie officielle, Louis XVII est mort au Temple en 1795. Si Louis XVII est encore vivant en 1842, alors Louis XVIII n'est pas le bon roi, Charles X n'est pas le bon roi non plus. Donc, tous ces mensonges de la maison de Bourbon les dessertent totalement. Et puis il y a un gros problème, j'en ai parlé aussi. C'est comme dans l'affaire Romanov, j'ai écrit un livre sur l'affaire Romanov et l'exfiltration de la famille du tsar Nicolas II. Bon, c'est un problème aussi d'argent. Louis XVI avait une fortune colossale à l'étranger. Le baron de Montciel et Brémond remettront 300 millions de francs or de la cassette qu'ils avaient sauvée en Angleterre et en Hollande avant la Révolution. Et donc, c'est terrible. Donc, ils vont pas pouvoir... personne ne veut rendre cet argent qu'on a versé à la duchesse d'Angoulême. Et d'ailleurs, c'est avec ces fonds qu'elle va en partie acheter le château de Frodorf, en Autriche, n'est-ce pas? Donc, c'est une affaire politique. C'est une affaire d'argent, de pouvoir. C'est un gigantesque mensonge d'État qui ressemble au mensonge d'État de l'affaire Romanov aussi. Voilà. Parce que Louis XVI avait beaucoup d'argent en Hollande aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Et je vais vous confier quelque chose. Il y a 50 ans, j'ai travaillé comme attaché de direction dans une banque hollandaise pendant 7 ans. J'étais jeune, j'avais 25 ans. Et j'ai eu un administrateur de ma banque qui m'a confié que la banque dans laquelle nous travaillions avait été bâtie avec les fonds de la fortune de Louis XVI hollandaise. Comme la banque, il y a une banque d'affaires anglaise qui a été montée par Peter Bark, le ministre des Finances du tsar Nicolas II, avec des fonds qu'il avait mis en Angleterre, à la Banque d'Angleterre et dans d'autres banques pour se prémunir si jamais la révolution éclatait. Il a mis des fonds à partir de 1906. Dès qu'il a eu vent de cette révolution, cette première révolution de 1905 qu'il a pu contrôler et arrêter. Voyez-vous? Enfin, voilà, faut lire mes livres pour comprendre tout ça. J'explique toutes ces choses. Bon, voilà. Mais je me confie aujourd'hui un peu
sur mon émission, parce que je ne crains plus rien de ce côté-là. D'ailleurs, j'ai rien à craindre, mais je veux dire, voilà, on m'a confié, l'administrateur de ma banque m'avait confié qu'on avait monté la banque avec des fonds qui venaient de la fortune de Louis XVI en Hollande. Il faut savoir aussi que la Hollande est un des pays les plus riches d'Europe, hein. Parce qu'il y a beaucoup de diamantaires, il y a beaucoup de diamants en Europe, en Hollande, hein, faut le savoir, hein. Ils ont fait leur fortune avec les diamants, c'est clair. Bon, alors, je continue, je reprends. Alors, à partir donc de 1842, il va essayer de reconstituer des témoignages pour essayer d'aller, si vous voulez, demander à la duchesse d'Angoulême de paraître au tribunal de la Seine pour qu'elle vienne s'expliquer avec lui et voir qui ment. La duchesse d'Angoulême ne viendra pas. Il lui envoie une procédure judiciaire en 1849 et elle va mourir en 1851. Donc à partir de là, il n'a plus le moral. Louis XVII, Richemont n'a plus le moral. Il est vieux. Il a 67 ans. Même 60, il a moins 66 ans. Il a 66 ans, 67 ans. Et puis il va mourir donc à 68 ans en 53, sans avoir obtenu rien du tout. Et il meurt dégoûté, désespéré de la justice des hommes, hein, c'est clair. Et vous lirez son journal intime, c'est poignant, c'est saisissant ce qu'il nous dit. Quand vous avez le cœur ouvert à la vérité, mais tu le sens. Tu sens que c'est lui. Personne ne peut écrire ça. Et enfin voilà. Donc il va mourir. Donc oui, voilà. Il assigne la duchesse d'Angoulême le 27 mars 1849. Et donc elle ne lui répond pas. Et elle meurt, bien sûr, le 19 octobre à 11h du matin à Frodorf. Elle demandera à un cardinal romain de venir 8 jours avant sa mort à Frodorf comme directeur spirituel, comme confesseur, mais surtout pour lui faire des révélations. Et elle écrira un mémoire qu'elle lui remettra pour confier au papier qu'elle n'est pas la sœur de Louis XVII, qu'elle n'est pas Marie-Thérèse, qu'elle n'est pas la sœur de Louis XVII, et que, comment dirais-je, qu'elle n'est pas la sœur de Louis XVII, et donc, et elle donne, et que le baron de Richemont est bien Louis XVII, bien sûr. Et elle donne aussi ses origines. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que, je l'ai écrit dans mon livre, c'est que, je le sais par mon ami, enfin, feu mon ami, le marquis de la Franquerie, André le Sage de la Franquerie, qui m'a reçu dans son château, que j'ai connu pendant plus de 20 ans. Et si vous voulez, il m'a confié que le secrétaire de Padre Pio lui a écrit en lui disant que le Padre Pio avait été en bilocation dans les archives secrètes du Vatican et avait lu le mémoire de la duchesse d'Angoulême, lui disant que c'est un document essentiel à l'avenir de l'Europe et du monde. Ça veut dire que ce texte, un jour, doit sortir. Il est lié à l'histoire, à la légende et à l'histoire du grand monarque,
pour lequel je me suis passionné, puisque un dernier roi de France devrait venir régner sur la France. Mais lorsque tout sera cassé, je veux dire que lorsque la France sera à terre, pour l'instant c'est pas le temps. Je n'ai aucune idée du temps, mais d'après les prophéties, il y a 100 textes, et dans certains textes, on parle d'une descendante de Louis XVII. Et comme j'ai rencontré cette descendance aux États-Unis et au Québec quand ils sont venus me voir, de manière tout à fait particulière, quasiment surnaturelle, ça n'aurait jamais dû se produire, eh bien si vous voulez, il est évident que la France a un rôle à jouer pour les prochaines années. Personnellement, je l'ai déjà dit dans des conférences, je pense que 2030-2033, là, on sera pas mal arrivé au but. Tout est en train de se mettre en place et je ne veux pas ici faire une autre conférence qui ne serait pas une conférence historique, mais vous savez déjà tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Bon, alors voilà, je vous dis bonsoir et j'espère que cette conférence vous donnera l'envie d'acheter ce livre qui est aux éditions Allégorie au pluriel et etc. Il y a un site, vous n'avez qu'à frapper Louis XVII ou le double secret du temple, parce que je vais enlever la première émission que j'avais faite il y a 1 an, lorsque je n'avais pas de maison d'édition. Ça serait redondant. Donc je ne veux pas qu'il y ait 2 émissions sur Louis XVII ou le double secret du temple, et c'est celle-là que je vais laisser sur ma chaîne YouTube. Allez, bonne soirée.